Salut tout le monde, voilà la suite des meilleures anecdotes de nos séries télé préférées. On a du K2000, de l'Agence Tourisque et plein d'autres. Bon visionnage. Le perso le plus visible de la série est le Général Lee. C'est une Dodge Charger RT de 1969 et ils ont aussi utilisé des Dodge de 1968 modifiés en version 69 pour les cascades principalement. Elle doit son nom au Général Robert Lee de l'armée des États confédérés pendant la guerre de sécession. Mais la voiture aurait dû s'appeler Traveler, comme le cheval du général Robert Lee. Mais ils ont trouvé plus marquant de l'appeler directement Général Lee. Elle a les portes soudées, comme pour les voitures de NASCAR. Le klaxon de la voiture reprend les 12 premières notes de la chanson confédérée Dixie, et sur son toit est peint le drapeau confédéré sudiste. J'en reparle dans les anecdotes de ce fameux drapeau. Les modifications de la voiture ont été faites par George Barris. C'est lui qui a créé la Batmobile des années 60. Enfin, comme d'habitude, on est sûr qu'il a fait des répliques. Le monsieur, malgré tout ce qu'il a vraiment fait dans sa carrière, a tendance à en rajouter pas mal. On trouve même des miniatures sous le nom Édition Barris, tellement les gens ne savent plus vraiment ce qu'il a fait. Donc c'est une information à prendre avec des pincettes. Pour toutes les cascades de la série, ils ont utilisé entre 256 et 321 Dodge Charger, tout au long des 7 saisons. Et oui, les cascades rendaient les voitures inutilisables. Il y a même des spectateurs qui regardaient l'émission qui téléphonaient pour se débarrasser gratuitement de leur voiture, à la seule condition que leur chargeur passe dans un épisode. Elles étaient devenues trop chères à utiliser à cause de l'augmentation du prix du carburant. Et de nos jours, ce modèle de véhicule est devenu très prisé des collectionneurs et rare. Et pour le Général Lee, il ne reste qu'une vingtaine de voitures sur toutes celles utilisées. En 2001, Travis Bell et Gary Shedden ont retrouvé le Général Lee numéroté Lee 1, la toute première utilisée, chez un ferrailleur de Géorgie. Et ils ont entrepris de la rénover, et en janvier 2012, ils ont décidé de la mettre aux enchères. Elle partira pour la modique somme de 110 000 $ chez le golfeur Bubba Watson. Et pour finir, la voiture recevait plus de lettres de fans que les acteurs, environ 35 000 sur les 60 000 lettres reçues par semaine. Oui, bien plus que Daisy, ou Catherine Bach. Les effets spéciaux de la transformation de la voiture, pour le pilote, ont été faits par Metrolight Studio. Tim Claycomb et Tim Hayler ont repris la séquence pour le reste de la saison. L'effet coûtait 50 000 $ à la production pour chacune de ses utilisations. Et un épisode lui coûtait environ 1 074 000 $ à produire, rendant la série assez soignée pour son visuel à l'époque. Le 4e épisode de la saison 1 est dédié à Mark Hobbs. C'était un directeur de production de 32 ans. Il est décédé avec sa petite amie dans le tremblement de terre de 1994 à Northbridge. Sa maison était construite à flanc de colline et elle n'a pas résisté aux secousses du tremblement de terre. En Allemagne, la série a eu un bon succès. Ils sont les seuls en Europe à avoir eu les DVD dans leur langue. Rien n'existe en français, et grâce à ces DVD, ils ont pu découvrir la série dans le bon ordre de diffusion. Car oui, les chaînes de télé allemandes ont passé la série complètement en désordre. Ça devait être pratique pour suivre l'histoire. Et on doit ces DVD aux fans, qui se sont mobilisés pour les avoir. Et pour une fois, ça a marché. Mais pas pour tout le monde, évidemment. Faut pas déconner, en France, on n'a rien eu. C'est Kerry McGluncage, qui était président de la Paramount TV, qui a émis l'idée de la série. Une machine à remonter le temps capable de remonter 7 jours en arrière, à Christopher Crowe, qui l'a de suite mêlé avec les recherches qu'elle avait fait par pure coïncidence sur la zone 51 pour le producteur de cinéma Don Simpson. Et Alan Scarf, un des acteurs principaux de la série, déclare en interview que l'idée de la série vient aussi d'une constatation que l'on a tous envie de revenir en arrière pour modifier nos choix malheureux. Et le frère de Christopher Crowe, Zachary Crowe, est aussi mis sur la série et ils l'ont produite avec leur société Crown Entertainment. La série a été diffusée aux US sur UPN du 7 octobre 1998 au 29 mai 2001. Et là-bas, elle est simplement appelée Seven Day. Elle va avoir 3 saisons, soit 66 épisodes, mais la série n'a pas marché plus que ça chez eux. Elle a reçu des critiques mitigées. La violence a encore une fois été critiquée sur cette série. Le South Florida Sun Sentinel ont carrément écrit que le niveau de violence gratuite était hors norme, que c'était la nouvelle série la plus sanglante de la saison. Les producteurs étaient d'accord et ils ont fait diminuer le niveau de violence. Elle a aussi été critiquée sur l'idée de départ, qui était jugée trop maigre pour en faire une série. Il s'agissait de l'une des sitcoms de 30 minutes les plus chères à produire. NBC a même failli l'annuler au cours de la première saison, en raison des codes d'écoute médiocres et des critiques mitigées. Elle est restée à l'antenne à cause d'un accord de licence sur le personnage d'Alf. La série était pas facile à réaliser. Les tournages étaient compliqués à cause de la marionnette d'Alf. Il y avait plusieurs trappes où passaient les marionnettistes et surtout
Paul Fusco, qui manipulait lui-même Alf. De sa main gauche, il bougeait la bouche, et de son bras droit, le bras de Alf. Et c'est Lisa Buckley qui faisait le bras gauche. Bob Fapiano, lui, faisait les mouvements du visage et les oreilles avec des moteurs radiocommandés. Tout le plateau était construit sur une plateforme surélevée pour que les marionnettistes puissent passer dessous. Et sous la scène, les machinistes avaient à leur disposition des réfrigérateurs, des collations et même des petits lits. Et les acteurs devaient faire attention où ils mettaient les pieds pour ne pas tomber dans ces trappes. En plus, les trappes étaient déplacées pour le besoin des épisodes, donc les acteurs pouvaient se mélanger sur leur emplacement. Malgré toutes ces précautions, les acteurs n'arrêtaient pas de tomber dedans. Ils ont fini par donner aux trappes le nom de ceux qui tombaient dedans. Kit se fait détruire à chaque début de saison pour être reconstruite et customisée ensuite. Les cascades de la série étaient si difficiles pour les voitures que la production en utilisait entre 4 et 9 par saison. Mais General Motors était un généreux sponsor. Il leur vendait les voitures pour $1, mais il leur en coûtait 18 000 pour les transformer en kit. Lors des sauts, les voitures étaient très endommagées, surtout à l'avant. Et victime du succès de la série, Pontiac s'est vu submergé de demandes de clients qui voulaient des Trans Am noirs Firebird avec le T-top et feu sur le pare-choc avant comme kit. Et quelques années après l'arrêt de la série, la marque s'est mise à vendre des kits pour transformer la voiture en kit de K2000. NBC était hésitante à diffuser la série, car il y avait déjà une série avec une voiture qui parle, My Mother My Car, l'histoire d'une femme qui se réincarne dans sa voiture et qui parle. Il y a des gags similaires à ceux de K2000, quand la voiture est garée sur un parking et que des idiots essayent de la voler, ou de l'abîmer. Le chenillard de Kit est inspiré des cyclones de Battlestar Galactica, et il y a environ 7 modulations selon l'humeur de Kit. À partir de là, je vais spoil la fin, mais vu qu'elle n'a pas été diffusée, ce n'est pas du spoil. Les créateurs de la série, Brandon Combs et Mike Thompson, ont révélé ce qui se serait passé. Donc la série était prévue à la base pour avoir 3 saisons. La deuxième saison se serait concentrée sur John et son passé, et aussi les implications de Digger dans l'organisation Phoenix. Ces deux derniers auraient été les cofondateurs de l'organisation, et se connaissaient donc avant que John se réveille nu sur une île. Et dans la troisième, il aurait essayé d'arrêter les expériences de l'organisation en utilisant toutes ses capacités au maximum. Ces fameuses capacités lui seraient venues du fait qu'il est mort suite à un accident de bateau. Sa marque sur la poitrine serait simplement due à une pièce du bateau. Dans l'imaginaire de la série, quand on meurt, on obtient toutes les connaissances de Dieu. C'est sur l'expérience de mort imminente que l'organisation faisait des recherches. Ils ont tué John, puis l'ont ramené à la vie pour obtenir toutes les connaissances. L'organisation serait divisée en 2 groupes, liés au Vatican. Un veut protéger John Doe car pour eux c'est le Messie revenu sur Terre, et l'autre le veut juste mort pour de bon. Et sur la fin de la 3e saison, on aurait appris que Digger n'était pas le vrai Digger, mais un homme qui se serait fait passer pour lui en prenant son apparence physique. Il reste plein de trous à combler, et là, ça n'arrivera jamais. La série est définitivement abandonnée, malgré la pétition des fans et l'équipe qui ont protesté contre son arrêt. Rien n'a fonctionné. Même si elle a bien marché en France, l'annonce du soi-disant film produit par M6 pour conclure l'histoire s'est perdue dans les limbes des annonces foireuses, et il faudra vous contenter de ce que je vous ai dit. Je précise qu'il y a aussi l'acteur Dominic Purcell qui a donné sa version de la fin, que j'ai intégrée à mes explications, et j'espère que vous avez compris. Pas mal de guests sont passés dans la série, voilà la liste. Christina Applegate, qui joue la petite amie de Ricky, Elisa Berkley, qui joue Melissa, Gary Goldman, qui joue Arnold Jackson de la série Arnold et Willy, Frank Drescher, qui joue la demoiselle d'honneur de Kate, Erika Elniak qui joue Stéphanie, Whitney Houston qui joue son propre rôle, Matthew Perry qui joue Davey, Robert Picardo, l'actrice française Lynn Renault, Mr. T qui joue son propre rôle et qui fait le garde du corps de Ricky, Ray Walston et Sharon Stone, le copain de Ricky Alfonso, joué par Alfonso Ribeiro, et l'acteur qui deviendra Carlton Banks dans Le Prince de Bel-Air. D'ailleurs, lui et Ricky ont tous les deux gardé leur vrai prénom pour jouer dans la série. Jason Bateman, qui jouait le rôle de Derek Taylor, était devenu trop populaire. Il a été donc retiré de la série après sa première saison. Il a intégré 2 autres séries. La première, It's Your Move, qui est inédite en France. Elle n'a pas bien marché. La deuxième se nomme Valérie. Elle a bien marché en Amérique, mais en France, seulement 11 épisodes sur 110 ont été diffusés. La campagne de pub de la série, avant sa diffusion, était des panneaux d'affichage avec des éléments de la liste. Comme j'ai volé la voiture d'une fille unijambiste, j'ai simulé ma mort pour rompre avec une fille, et dessus a rajouté le slogan « Je suis désolé ».
Donc cette fameuse liste est composée de 258 lignes. On l'apprend dans l'épisode 1, mais il rajoutera des lignes au fur et à mesure de la série, et elle finira à 280. Attention, je mets la liste, oui elle vient de Wikipédia, ne pleurez pas. J'ai pas pris le temps de les noter en regardant les épisodes, je préférais me concentrer dessus et me marrer. Earl a toujours les yeux fermés sur ses photos. C'est un clin d'œil au film Forrest Gump, où lui aussi il a toujours les yeux fermés. Sur la miniature de la vidéo, je lui ai mis les yeux ouverts, c'est plus esthétique. Comme sur toutes les photos de pub ou de jaquettes des DVD, on lui a laissé les yeux ouverts. Mais ils auraient dû pousser le truc sur quelques-unes de ces images, histoire d'être raccord avec le personnage. L'idée de la série est venue à Robert S. Baker à la suite de l'épisode 18 saison 6 de la série Le Saint, dont il était le producteur. Et ils ont aussi repris de nombreux plans tournés pour cette série pour les insérer dans Amicalement Vôtre. Pour trouver l'acteur qui jouera le rôle de Danny, c'est Rock Hudson qui avait été envisagé. Mais sa ressemblance avec Roger Moore l'a fait écarter du projet. Ensuite, c'est Glenn Ford qui a été proposé, mais Roger Moore ne s'entendait pas du tout avec lui, du coup ils ont pris Tony Curtis. Ils ont modifié l'origine du personnage, qui devait à la base être un riche texan, pour mieux coller à la personnalité de Curtis. La majorité des épisodes se passent au Royaume-Uni, et les extérieurs de l'appartement de Brett Sinclair sont filmés à Londres devant un bâtiment situé Queen Anne's Gate. Ils faisaient ça le dimanche pour éviter d'avoir trop de circulation. Il y a eu aussi de nombreux tournages en Europe comme à Paris ou sur la Côte d'Azur, à Monaco, Rome, Genève ou encore Stockholm. La série a la particularité d'être aussi explicite sur les scènes de sexe, mais Andy Warfield n'a jamais eu de scène de nu frontal. Il porte un faux pénis lors de la scène de sexe avec Viva Bianca. Et d'ailleurs, ils ont eu toute la peine du monde à tourner la scène, car il n'arrêtait pas de rigoler. Pour l'actrice Katrina Lao, qui joue Mira, elle a demandé la permission à ses parents et à son fiancé avant d'accepter son rôle dans la série, car il y avait une scène de nu frontal complète. Ils ont accepté, mais elle leur a fait promettre de ne pas regarder cet épisode, car elle trouvait ça trop gênant. Et pour les scènes d'orgie, les producteurs ont embauché une société néo-zélandaise qui travaillait professionnellement sur les rassemblements sexuels, et leur ont demandé de faire ce qu'ils voulaient devant la caméra. Ensuite, ils couperaient les scènes trop hautes au montage pour que ça puisse être diffusé sur la chaîne Starz, car ce n'est pas non plus une chaîne porno. Un autre aspect assez explicite de la série, c'est la violence et les gerbes de sang. Le département de maquillage a utilisé 5 variétés différentes de faux sang dans la première saison avant de trouver la bonne recette, pour le plus de réalisme possible. Pour les blessures de Andy Warfield, ils ont dû faire des moules de sa tête, de son torse et de son bras pour que le sang coule à flot de ses fausses blessures sur le tournage. Et il a dit que c'était très désagréable de se faire mouler surtout la tête, qui a pris 45 minutes à faire. Et pour la dernière saison, ils ont utilisé plus de 300 gallons de ce faux sang, soit plus de 1135 litres de faux sang. Ça a coulé abondamment. Nicole Eger, qui jouait Summer Queen, était en compétition avec Pamela Anderson pour être la star du show. Et pour se mettre à son niveau, elle s'est fait refaire les seins. Ce qui ne pose pas de problème d'habitude, mais là c'était en plein milieu du tournage d'un épisode de la saison 7 qu'elle a fait ça. Le réalisateur a dû trouver des moyens de toujours cacher les nouveaux seins de Nicole pour ne pas créer de faux raccords avec les scènes qui avaient déjà été tournées. Dans l'autobiographie de David Hasselhoff, on peut lire que l'ancien mari de Pamela Anderson, Tommy Lee, faisait des crises de jalousie apocalyptiques, hurlant et cassant tout, à chaque fois que sa femme jouait des scènes d'amour avec David Chocak, qui jouait Cody Madison, obligeant la sécurité à venir le calmer. Stephanie Holden a une sœur, Caroline, tout comme son interprète Alexandra Paul, qui est sa jumelle. Les producteurs voulaient que la vraie sœur d'Alexandra Paul joue le rôle de la sœur de son personnage, mais elle n'était pas disponible. Et c'est comme ça qu'est arrivée Yasmine Bleeth, devenant au passage la favorite des fans. Le personnage de Carmen Electra, Lani Mackenzie, a fait une apparition dans la série Pacific Blue. L'hélicoptère, nommé donc Tonnerre de Feu, est équipé de beaucoup de gadgets. C'est un prototype mis au point par l'armée pour lutter contre le terrorisme. Il est testé par l'unité de police de Los Angeles. Il possède un turbo, des mitrailleuses de 25 mm, une Gatling de 20 mm cadencée à 4000 tirs minute, le contrôle des armes avec le casque des pilotes, une caméra infrarouge avec le zoom 100 pour 1, une vision nocturne, des micros capables d'entendre une souris péter à 2000 pieds et un mode silencieux. En vrai, cet hélico est une Gazelle SA-341G modifiée pour le film par le designer Mickey Michael. Ils ont fait 2 hélicos pour le vol et une version avec le cockpit. Le tout inspiré par l'AH-64 Apache.
La Gatling avant modifiait le centre de gravité de l'appareil. Ils ont dû mettre des contrepoids sur la queue pour compenser toutes ces modifications qui ont abaissé la vitesse de l'hélico. Du coup, ils ont souvent utilisé des maquettes pour les scènes spectaculaires de la série et du film. Le bateau utilisé est un Scarab Thunder, spécialement conçu pour la série. Il est censé avoir toute une liste d'équipements que je vais vous décrire, des hydropropulseurs pour aller à grande vitesse, 6 missiles, une mitrailleuse, il est évidemment blindé, il a une sorte d'intelligence artificielle qui parle, un anti-radar, un laser, un blindage énergétique, plus un jet ski à pilotage automatique, et surtout, il a la grande particularité de se transformer et de devenir plus grand dedans qu'à l'extérieur, et d'être ultra stable, plus de mouvement des vagues, ce qui est assez drôle à voir. C'est un détail qu'on ne voit pas quand on était gosse, alors que là, ça saute aux yeux. Les producteurs ont envisagé 2 autres titres avant de se décider sur Thunder in Paradise. Le premier était Trouble in Paradise et le deuxième Hurricane in Paradise. Ils n'ont pas été chercher bien loin. Chris Lemmon n'était pas le premier choix pour jouer Bru. Le rôle a d'abord été proposé à George Foreman, qui a refusé car les horaires ne lui convenaient pas. Il était sur une autre série à cette époque, nommée George Foster. Lors d'un interview, Hulk Hogan a déclaré qu'il voulait garder le bateau de la série, mais il n'a pas pu. Du coup, il a pris la décision d'en faire construire une réplique. Sauf que c'était juste après une opération et qu'il n'était pas vraiment au max de ses capacités. Et il a regretté de l'avoir fait. Mais il ne dit pas pourquoi. Ce sont les partenaires de Glenn Larson qui lui ont imposé le titre de la série. Lui, il ne l'aimait pas, ça faisait trop super-héros, et donnait une image d'un programme fait pour les enfants. Et là, comme il le pensait, la série fut annulée, au bout d'une saison, faute d'audience. Elle n'avait pas trouvé son public, sauf au Mexique et en Israël, où elle avait très bien marché. Ottoman a été placé dans une case horaire difficile, celle du lundi à 20h. Puis il a dû rivaliser avec les séries populaires Les Deux font la paire de 1983 et Bloopers and Practical Joke, une émission de télé genre bêtisier, mais sur les tournages de films et les séries. C'est jamais passé en France et ça n'a jamais été adapté chez nous. Et la série a été annulée dès son 12e épisode. Il restait un seul épisode à diffuser. La série est donc inspirée de Tron. Quand on y regarde de plus près, c'est le concept inverse qu'elle propose. Dans Tron, c'est le héros qui se téléporte dans le monde virtuel, alors qu'ici, c'est le héros virtuel qui se matérialise dans le monde réel, ainsi que tout ce dont il a besoin, comme les véhicules et les armes. Mais il a aussi des pouvoirs tel un super-héros. Il peut contrôler tous les ordinateurs à sa guise. Patrick Hamsburg a toujours voulu Johnny Depp dans le rôle de Thomas, mais il refusa le rôle et ils avaient fait appel à Jeff Yeager qui jouait dans V pour endosser ce rôle. Mais la Fox l'a trouvé nul. Ils ont donc annulé le pilote au bout de 3 semaines. La Fox voulait John Brolin, mais Patrick Hamsburg a reproposé le rôle à Johnny Depp, et cette fois, il a dit oui. La série est inspirée d'une véritable unité de police de Los Angeles qui infiltrait les milieux des jeunes délinquants pour démanteler les trafics en tout genre. La Fox n'a pas diffusé la fin de la série. Ils l'ont vendue en syndication et c'est un autre diffuseur qui passera la fin. En 2002, la Paramount voulait faire un long métrage basé sur la série, mais le projet n'a jamais pu aboutir. La série s'est arrêtée en saison 5 suite à une baisse d'audience. Beaucoup d'acteurs ont quitté la série en saison 4, ce qui a déplu au public, comme d'habitude. Les chaînes ne comprennent toujours pas qu'il faut pas changer de casting. Johnny Depp, qui en avait marre de son rôle, il changeait ses lignes et ses dialogues et proposait des idées complètement débiles pour son personnage. Du genre, il aurait une obsession pour le beurre de cacahuète et ses collègues le surprendraient en train de s'en tartiner sur tout le corps. Et il jouait même avec une chaussette dans la poche, mais au final, il a réussi à casser son contrat grâce à ses avocats. George Peppard n'était pas le premier choix des producteurs pour le rôle. C'est James Coburn qui a d'abord été envisagé pour le rôle du lieutenant-colonel John Hannibal Smith, mais il l'a refusé. Pour le choix de l'acteur qui jouera Barracuda, ça a été simple à faire. Ils avaient été très impressionnés par Mr. T dans le film Rocky III. Le rôle a été écrit spécialement pour lui, ils lui ont proposé et il a de suite accepté. Par contre, pour le choix de Futé, ça a été plus compliqué. Les créateurs voulaient Dirk Benedict, mais la chaîne, elle, ne le voulait pas. Alors c'est Tim Dunnigan qui a obtenu le rôle, du moins dans le pilote, car au final ils le jugeront trop jeune pour jouer un ancien combattant du Vietnam. Et là, eh bien, ils rappelleront Dirk Benedict en catastrophe pour jouer le rôle. Et dans la série, c'est comme si il ne s'était rien passé. Pour le personnage de Murdoch, lui a été inspiré par Bruce White qui joue le personnage du sergent Mick Belker de la série Capitaine Furio. Mais en voyant le pilote, les gens de NBC n'aimaient pas le personnage de Looping. Ils le trouvaient trop extravagant et peu crédible, et ils voulaient retirer Dwight Schultz. Mais à la suite des tests d'audience sur le pilote de la série, ils ont vu que c'était lui qui était le plus apprécié des téléspectateurs. Et ils ont donc abandonné leur idée. Et la série n'aurait pas été la même sans lui.
Glenn Crawford avait un comportement problématique sur les plateaux. Il a été plusieurs fois réprimandé pour du harcèlement moral, qu'il faisait subir à plusieurs membres de l'équipe de tournage, qui se sont plaints. Et il n'a pas respecté les mesures disciplinaires qui lui ont été imposées, du coup il s'est fait renvoyer de la série en fin de saison 2. La production a voulu d'abord juste changer l'acteur et garder le personnage de Martin Riggs. Mais ils se sont ravisés, et ont pris Sean William Scott pour jouer un nouveau personnage, celui de Wesley Cole, tourmenté par les horreurs de la guerre et sa vie de famille qui en pâtit. Et pour enfoncer le clou dans le cercueil de la série, Damon Wayans a annoncé à son tour qu'il arrêterait la série après le tournage du 13e épisode de la saison 3, pour des raisons personnelles. Voilà, les anecdotes sont finies et j'espère que cette piqûre de rappel vous a plu et tous les liens des vidéos complètes sur les séries sont dans la description comme d'habitude. Sinon, n'oubliez pas tous les trucs de YouTube, les abonnements, les partages, la cloche, les pouces, et merci aux abonnés soutiens, et moi je vous dis à plus pour une autre vidéo, bye bye.